À l'occasion de la fête des pères, mon fils millionnaire m'a demandé, « Papa, comment ça va avec les 2800 € que Léa t'envoie ?» J'ai failli m'étouffer avec mon café. Vous savez comment, parfois, la vie vous réserve une mauvaise surprise au moment où vous vous y attendez le moins? Eh bien, c'est exactement ce qui m'est arrivé lors de la dernière fête des pères. Je m'appelle Henri Bernard, j'ai 62 ans, et je vis seul dans ma maison de plein pied de 2 chambres, rue des Érables à Lyon, depuis que ma femme Sophie est décédée d'un cancer il y a 6 ans. Ce dimanche après-midi dans mon jardin a changé tout ce que je croyais savoir sur la confiance au sein de la famille. Mon fils Thomas est venu pour notre traditionnel barbecue de la fête des pères vers 15 h. La chaleur estivale était déjà accablante, on frôlait les 35 degrés, mais nous fêtions toujours cela sur la terrasse arrière, sous le grand chêne que Sophie et moi avions planté lors de l'achat de cette maison il y a 25 ans. C'est un bon garçon. Thomas a 35 ans maintenant. Il travaille comme ingénieur logiciel dans une entreprise technologique du quartier de la Pardieu, dans l'une de ses grandes tours de verre. Il gagne très bien sa vie. Il conduit un beau SUV Audi Q5 et vit dans l'un de ses nouveaux lotissements huppés de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or avec sa femme Léa. À l'époque, cela faisait environ 3 ans qu'ils étaient mariés. J'étais donc là, debout devant mon vieux barbecue Weber, à retourner les steaks en écoutant le grésillement, une bière fraîche à la main, en me disant que la vie était plutôt belle malgré tout. La brise de l'après-midi transportait l'odeur de la fumée du barbecue à travers le quartier, se mélangeant au parfum de la vigne de jasmin de Sophie qui fleurit encore chaque été près de la clôture du fond. Thomas s'est approché de moi, a passé son bras autour de mes épaules comme il le faisait quand il était petit, et m'a dit avec son sourire facile, « Papa, j'espère que les 2800 € par mois t'aident bien. C'est Léa qui s'occupe des virements pour s'assurer que tu ne manques de rien. » J'ai failli faire tomber ma spatule directement sur la dalle en béton de la terrasse. La bouteille de bière s'est refroidie dans ma main, et j'ai senti mon cœur rater un battement. 2800 €, ai-je dit, en essayant de garder une voix assurée pendant que mon esprit commençait à s'emballer. Fiston, de quoi parles-tu exactement? Le visage de Thomas est passé de détendu à confus très rapidement, comme lorsque vous vous attendez à une chose et que vous êtes frappé par quelque chose de complètement différent. Ses sourcils se sont froncés comme lorsqu'il était enfant et qu'il essayait de résoudre ses devoirs de mathématiques. L'allocation mensuelle, papa. Je l'envoie depuis 8 mois maintenant. Depuis que tu as mentionné que les fins de mois devenaient difficiles après les frais médicaux de maman et tout le reste. C'est là que mon sang n'a fait qu'un tour, malgré la chaleur qui irradiait du grill. Depuis 8 mois, je vivais comme un homme avec un budget ultra strict. Je découpais les bons de réduction dans le Progrès tous les dimanches. J'achetais les marques distributeurs chez Leclerc au lieu des grandes marques que j'avais toujours préférées. J'étirais ma pension de retraite et ma petite complémentaire santé comme si elles étaient faites d'élastique. J'avais même commencé à déjeuner au club des seniors de la Croix-Rousse 2 fois par semaine parce que les repas coûtaient 3,50 €, qu'ils étaient copieux, et que je pouvais discuter avec des gens de mon âge sans avoir à cuisiner pour une seule personne tous les soirs. Thomas, ai-je dit, en posant ma bière sur la vieille table de pique-nique patinée par le temps où nous avions partagé des centaines de repas au fil des ans. Je n'ai pas reçu le moindre centime. Le regard qui a traversé son visage m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Il ne s'agissait pas d'une erreur bancaire ou d'un problème postal. Quelqu'un prenait l'argent qui était censé permettre à son vieux père de vivre dignement. Et nous savions tous les deux exactement qui avait l'accès et l'opportunité pour réussir un tel coup. Léa est apparue sur la terrasse à ce moment précis, comme si elle avait une sorte de radar pour détecter quand son nom allait être prononcé. Les cheveux blonds attachés en un de ces chignons décoiffés qui prenaient probablement 20 minutes à faire pour paraître négligés. Elle portait une robe d'été de créateur qui coûtait sûrement plus cher que mon budget course mensuel. Elle tenait un saladier en verre rempli de salade de pommes de terre et arborait ce doux sourire qu'elle affichait toujours en ma présence. Henri, ces steaks sentent divinement bon. Tu es un si bon cuisinier, meilleur que n'importe quel restaurant. Je l'ai regardé différemment cet après-midi-là. Je l'ai vraiment regardé pour la première fois depuis des mois. Le nouveau sac à main Lancel accroché au dos de sa chaise, j'en savais assez sur les accessoires pour femmes, après 35 ans de mariage avec Sophie, pour reconnaître la qualité quand j'en voyais. Probablement 400 € au bas mot. Les boucles d'oreilles en diamant qui accrochaient la lumière de fin d'après-midi, plus grosses que celles qu'elle portait à Noël. La manucure fraîche avec ce vernis parfait qui signifiait qu'elle était allée dans l'un de ces salons de beauté chic du centre-ville. Tout cela pendant que son beau-père comptait ses pièces de monnaie pour s'assurer qu'il pouvait se payer de la viande hachée au lieu de bons morceaux de bœuf.
Léa, ai-je dit, en gardant une voix aussi calme et posée que possible, comme si je parlais de la météo ou que je lui posais des questions sur son travail. Thomas était justement en train de me parler des virements mensuels qu'il m'envoie. Son sourire n'a pas vacillé. Elle n'a pas manqué une miette. Elle n'a montré aucune trace de surprise ou de confusion. Juste la même expression douce, comme si elle s'attendait à cette conversation et avait sa réponse toute prête. Oh, oui. N'est-ce pas merveilleux? Nous voulons juste nous assurer que tu ne manques de rien, Henri. La famille doit se serrer les coudes, surtout après tout ce que tu as traversé. C'est à ce moment précis que j'en ai eu la certitude. Aucune surprise dans sa voix. Aucune question sur quel transfert ou de combien d'argent nous parlions. Juste un accord fluide et répété, comme si elle s'était exercée à répondre devant le miroir de sa salle de bain. Comme si elle s'était préparée pour le jour où quelqu'un lui poserait des questions sur l'argent qui aurait dû me revenir mais qui n'avait curieusement jamais dépassé ses mains. Le reste de ce barbecue m'a donné l'impression de regarder la scène de l'extérieur. Nous avons mangé les hamburgers, parlé des projets professionnels de Thomas et de la canicule. Nous avons fait la conversation sur les voisins et sur les chances de l'Olympique lyonnais cette saison. Mais sous la surface, mon esprit fonctionnait comme à l'époque de mes jours d'audit à la compagnie d'assurance. J'additionnais les chiffres, les calendriers et les opportunités. 22 400 €. C'est le résultat mathématique que j'ai obtenu en m'asseyant avec ma calculatrice plus tard dans la soirée. 8 mois multipliés par 2800 €. De l'argent qui était censé m'aider à vivre confortablement pendant mes années de retraite. Peut-être prendre des vacances quelque part ou réparer la climatisation qui faisait des bruits bizarres tout l'été. Après leur départ vers 19 h ce soir-là, Léa bavardant à propos d'une vente aux Galeries Lafayette et Thomas, l'air toujours confus et troublé, je me suis assis dans mon vieux fauteuil inclinable en cuir dans le salon. Le même fauteuil que Sophie et moi avions choisi chez Monsieur Meuble il y a 15 ans, à l'époque où nous pensions avoir tout le temps du monde. La lumière de fin de journée filtrait par les fenêtres de devant, mettant en valeur la poussière flottant dans l'air et faisant briller les photos de famille sur la cheminée comme si elles étaient éclairées de l'intérieur. Je l'admets, une partie de moi voulait sauter dans ma voiture à l'instant même, conduire jusqu'à leur maison à Saint-Cyr, marcher jusqu'à cette porte d'entrée chic avec ses panneaux de verre décoratifs, et faire un scandale monumental sur ce qu'on m'avait fait. Mais j'avais passé 30 ans à travailler dans le secteur des assurances, à enquêter sur des réclamations frauduleuses et à traquer des gens qui pensaient pouvoir jouer avec le système. Si vous apprenez une chose dans ce domaine, c'est que l'émotion vous rend négligent, et que les preuves l'emportent sur la passion à chaque fois. Vous n'accusez pas quelqu'un de vous avoir volé sans des documents en béton pour étayer vos affirmations. Le lendemain matin, j'étais habillé et prêt à 8 h, assis dans ma voiture sur le parking de la Banque nationale de la Presqu'île avant l'ouverture. J'étais client là-bas depuis que Thomas était au lycée et jouait au foot. Le bâtiment en lui-même ne paie pas de mine. Des briques des années 80 avec ses vitres teintées qui le font ressembler à n'importe quelle petite agence bancaire. Mais les gens à l'intérieur m'avaient toujours bien traité. Karine Dupont travaillait au service client quand je suis entré. Je la connaissais depuis probablement 10 ans. Je l'avais vue gravir les échelons, de guichetière à gestionnaire de compte. Une femme professionnelle dans la quarantaine, aux cheveux courts et bruns, avec le genre d'attitude efficace qui vous donnait confiance en ses compétences. « Bonjour, Henri » a-t-elle dit avec un sourire sincère lorsque je me suis approché de son bureau. « Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?»« Karine, j'ai besoin de vérifier quelque chose et j'ai besoin que tu sois minutieuse. Peux-tu vérifier s'il y a eu des virements sur mes comptes provenant du compte de mon fils ? Thomas Bernard. Il dit qu'il m'envoie 2800 € par mois depuis 8 mois. Elle a affiché les informations de mon compte sur son écran d'ordinateur, et j'ai observé attentivement son visage pendant qu'elle faisait défiler des mois d'historique de transactions. Son expression est passée de l'intérêt professionnel de routine à l'inquiétude, puis à quelque chose qui ressemblait à de la compassion mêlée à de la confusion. Henri, je regarde tous vos comptes et je suis désolé de vous dire cela, mais il n'y a rien ici de la part de Thomas. Vos seuls dépôts réguliers ont été votre retraite le 3 de chaque mois et ce paiement de complémentaire le 15. Mes mains tremblaient légèrement lorsque j'ai signé les relevés imprimés qu'elle m'a remis. 3 pages de transactions couvrant les 8 derniers mois, chaque dépôt et retrait documenté noir sur blanc. Retraite, pension, quelques petits dépôts en espèces pour des petits boulots que j'avais faits pour des voisins, mais 0 virement du compte de Thomas. Pas un seul euro des 22 400 € qui auraient dû s'y trouver. En retournant à ma voiture sur le parking de la banque,
J'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis le jour où le médecin nous avait annoncé le diagnostic de Sophie. Ce sentiment de vide dans la poitrine quand la réalité se dérobe sous vos pieds et que vous réalisez que le monde n'est pas tout à fait ce que vous pensiez. Mais j'ai aussi senti autre chose s'éveiller. Quelque chose dont je me souvenais de l'époque où j'enquêtais sur les fraudes à l'assurance. La colère sourde qui surgit lorsque vous savez que quelqu'un vous a pris pour un idiot, combinée à la détermination méthodique de le prouver et de lui faire assumer les conséquences. Quelqu'un m'avait volé pendant 8 mois. Quelqu'un qui s'asseyait à ma table et m'appelait sa famille. Quelqu'un qui m'avait regardé dans les yeux et menti avec le sourire. Il était temps de découvrir exactement comment elle avait fait. Cet après-midi-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis l'époque de mes audits. J'ai débarrassé la table de la salle à manger, la même table en chêne où Sophie et moi avions payé nos factures pendant 20 ans, et j'ai étalé tous les relevés bancaires, reçus et documents financiers que j'ai pu trouver. La lumière de l'après-midi passant à travers les rideaux en dentelle donnait à tout cela un air officiel, comme si j'étais de retour dans mon bureau au 12e étage du centre-ville, à reconstituer des cas de fraude à l'assurance. J'ai appelé Richard Martin, le chef comptable de l'entreprise de Thomas. Richard et moi nous étions rencontrés plusieurs fois au fil des ans lors de barbecues d'entreprise et de fêtes de fin d'année. Un type solide dans la cinquantaine. Le genre d'homme qui portait des chemises repassées même le week-end et qui tenait parole quand il la donnait. Plus important encore, il travaillait dans les services financiers depuis assez longtemps pour comprendre ce que les chiffres pouvaient révéler sur le comportement des gens. Richard, j'ai besoin d'une faveur, et j'ai besoin que ça reste entre nous pour l'instant, ai-je dit en faisant les 100 pas dans ma cuisine avec le téléphone sans fil. Peux-tu vérifier si mon fils a effectué des virements mensuels à quelqu'un nommé Henri Bernard? Je parle de 2800 € par mois depuis 8 mois. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. J'entendais des bruits de papier en arrière-plan et le faible son des bruits de bureau, des téléphones qui sonnaient, des claviers qui cliquetaient, le bourdonnement d'un lieu de travail très animé. Henri, tu sais que je ne peux pas te donner les détails spécifiques d'un compte, a dit Richard prudemment. Mais je peux te dire au moins ça. Oui, ces virements sont partis avec la régularité d'une horloge. Le même jour chaque mois, le 15. Virement automatique. Mais Henri, si tu ne les reçois pas, alors quelqu'un d'autre les reçoit. J'ai fini sa phrase à sa place. Je vais récupérer les documents que je peux légalement partager avec toi demain, a déclaré Richard, et j'ai pu entendre l'inquiétude se glisser dans sa voix. Ça n'a pas l'air normal du tout. Le lendemain matin, Richard m'a rejoint à la brasserie de la gare, le genre de bistrot à l'ancienne où le café est fort et où les serveuses font le même service depuis 15 ans. Nous nous sommes assis dans une banquette d'angle avec des sièges en vinyle rouge qui étaient probablement là depuis les années 80. Richard a apporté une chemise cartonnée épaisse comme un annuaire. Henri, a-t-il dit en faisant glisser le dossier sur la table en formica rayée. J'ai des copies de chaque virement, des autorisations, des coordonnées bancaires, de tout ce que je suis légalement autorisé à te montrer sans citation à comparaître. J'ai ouvert ce dossier et j'ai senti mon estomac descendre au niveau de mes genoux. 8 virements, chacun d'exactement 2800 €, chacun autorisé par la signature de Thomas, chacun allant vers un compte à la banque de la Cité sur l'avenue Jean Jaurès. Le nom du bénéficiaire sur chaque virement, Henri Bernard. Quelqu'un a ouvert un compte bancaire en utilisant ton nom, a déclaré Richard en remuant son café et en gardant la voix basse, même si les clients les plus proches étaient à 3 tables de là, en train de débattre des matchs de Ligue 1. Le code guichet ne correspond à aucune banque avec laquelle tu as mentionné travailler. J'ai étudié ces documents comme s'il s'agissait d'un puzzle que je devais résoudre. Des documents propres et professionnels avec l'entête officielle de la banque, les numéros de transaction, les codes d'autorisation. Tout semblait légitime, à l'exception d'un fait crucial. Je n'avais jamais ouvert de compte à la banque de la Cité de toute ma vie. Richard, ai-je demandé. Qu'en est-il des cartes de crédit d'entreprise? Léa a-t-elle accès à des comptes professionnels? Son expression s'est assombrie. Elle a une carte secondaire pour les frais de représentation des clients. Pourquoi? Je me posais juste des questions sur le timing de l'amélioration de son train de vie. Richard a pris une note dans son carnet de poche. Je vais vérifier ses frais demain. S'il y a quoi que ce soit d'irrégulier, tu seras le premier informé. Cet après-midi-là, j'ai conduit jusqu'à la banque de la Cité sur Jean Jaurès. C'est l'un de ces nouveaux bâtiments qui essaie d'avoir l'air conviviaux et accessible. Beaucoup de verre et de bois clair avec un hall qui sent le café et la moquette neuve.
Je me suis dirigé vers le bureau du service client où une jeune femme aux cheveux parfaitement lissés et portant un badge au nom de Juliette m'a souri comme si j'étais son grand-père préféré. Bonjour monsieur. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? J'ai besoin de vérifier les informations d'un compte au nom de Henri Bernard, ai-je dit en faisant glisser ma carte d'identité sur son bureau. Quelqu'un m'a dit que je pourrais avoir un compte ici, mais je ne me souviens pas en avoir ouvert un. Juliette a tapé sur son ordinateur pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Ses ongles manucurés cliquetaient contre les touches. Finalement, elle a levé les yeux avec une expression confuse. Monsieur Bernard, je vois effectivement un compte à votre nom, mais nos dossiers indiquent qu'il a été ouvert par quelqu'un d'autre avec une procuration. La carte de signature. Eh bien, elle ne correspond pas tout à fait à la signature de votre pièce d'identité. Mes mains étaient stables lorsque j'ai signé son registre, mais à l'intérieur, je brûlais d'une colère froide que je n'avais pas ressentie depuis le jour où j'avais surpris un réclamant d'assurance simulant une blessure au dos alors qu'il déchargeait des parpaings de sa camionnette. Pouvez-vous me dire qui a accès à ce compte? Je suis désolé, monsieur, mais j'aurais besoin de documents juridiques pour partager cette information. Réglementation sur le secret bancaire. J'ai remercié Juliette et je suis retourné à ma voiture, mais pas avant d'avoir noté chaque détail de ce hall d'accueil. Les caméras de sécurité positionnées au-dessus des guichets, la façon dont la lumière de l'après-midi pénétrait par les grandes fenêtres, les photos professionnelles des monuments de Lyon accrochés au mur. Si cela devait se terminer au tribunal, je voulais me souvenir de tout. Ce soir-là, j'ai appelé Céline Rousseau. Céline était spécialisée dans les cas de fraude envers les personnes âgées et avait aidé mon voisin 2 ans auparavant lorsque son petit-fils avait falsifié des chèques. Son bureau se trouvait dans l'une de ces maisons bourgeoises rénovées près du centre-ville, le genre d'endroit où vous saviez que vous receviez une attention personnalisée au lieu d'être ballotté dans la machinerie d'un grand cabinet d'avocats d'affaires. Céline, je crois que j'ai affaire à un cas d'exploitation financière familiale et j'ai besoin de conseils sur la façon de gérer cela légalement. Henri, dis-moi ce que tu as découvert. Je lui ai tout expliqué. Les virements manquants, le compte bancaire falsifié, les améliorations suspectes du train de vie de Léa. Céline a écouté sans m'interrompre, prenant des notes que j'entendais gratter sur le papier à l'autre bout du fil. Ce que tu décris est un cas d'école d'exploitation financière de personnes vulnérables selon la loi française, a-t-elle dit quand j'ai eu fini. C'est un délit pénal grave, Henri. Es-tu absolument sûr de vouloir t'engager dans cette voie? Les affaires familiales peuvent devenir très compliquées. Céline, elle m'a volé 22 400 € pendant que je mangeais des repas subventionnés et que je faisais mes courses avec des bons de réduction. Elle m'a fait vivre comme un indigent pendant qu'elle s'offrait des soins en institut avec mon argent. Oui, j'en suis sûr. Alors, voici ce que nous allons faire. Premièrement, documente tout. Je dis bien, tout. Chaque conversation, chaque transaction, chaque fois qu'elle vient chez toi. Deuxièmement, nous allons mettre en place une situation où elle aura l'occasion de mentir devant plusieurs témoins. Troisièmement, nous allons la laisser se piéger toute seule avec ses propres mots. Le plan décrit par Céline était d'une élégante simplicité. Nous allions créer une situation où Léa serait obligée soit de dire la vérité, soit de commettre un parjure devant des témoins. Nous allions utiliser son avidité contre elle, lui faire croire qu'il y avait encore plus d'argent disponible si elle parvenait à maintenir la tromperie un peu plus longtemps. Les affaires de fraude familiale se gagnent grâce à la patience et à la documentation, expliquait Céline. Les confrontations émotionnelles leur donnent juste l'occasion de prétendre que vous êtes confus ou mentalement instable. Mais si nous parvenons à la faire mentir dans des circonstances contrôlées en présence de témoins, elle se condamnera elle-même. C'est noté, ai-je répondu. Pouvez-vous penser à un rassemblement familial à venir où nous pourrions mettre cela en place? Je pouvais en trouver un. Une fête de famille arrivait dans 2 semaines. Suffisamment de temps pour préparer ça correctement. Céline, que sais-tu sur le droit des successions? Elle a ri. Un son qui m'a indiqué qu'elle avait déjà exploré cette piste. Henri, penses-tu à un héritage fictif qui pourrait soudainement être mis en lumière? Juste hypothétiquement parlant. Hypothétiquement, si quelqu'un pensait pouvoir tirer parti de vous convaincre de modifier votre testament, il pourrait être très intéressé à maintenir de bonnes relations. Il pourrait même être prêt à prendre des risques importants pour paraître digne de confiance et attentionné. J'ai raccroché le téléphone en ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Non seulement de la colère d'avoir été volé, mais aussi la satisfaction intellectuelle d'un plan qui se mettait en place.
Léa pensait qu'elle était plus intelligente que le vieil homme. Elle pensait pouvoir me manipuler avec des sourires et des banalités pendant qu'elle me dépouillait aveuglément. Elle était sur le point d'apprendre que 30 ans d'enquête sur les fraudes à l'assurance m'avaient appris quelques astuces pour tendre des pièges aux personnes qui se croyaient trop malignes pour se faire prendre. Dès le lendemain matin, j'ai commencé à passer des coups de fil. Il était temps d'organiser un barbecue familial dont Léa se souviendrait toute sa vie. Le barbecue était prévu pour le samedi après-midi, 2 semaines après ma découverte. J'avais passé ces semaines à me préparer comme si je planifiais une opération militaire. J'ai appelé Thomas pour suggérer de faire les choses en grand cette année. Peut-être inviter les parents de Léa depuis Villeurbanne. Je veux mieux connaître sa famille, lui ai-je dit, surtout depuis que j'envisage quelques modifications à mon testament. Cette dernière partie n'était pas entièrement un mensonge. J'avais effectivement réfléchi à mon testament, plus précisément à la manière de m'assurer que quelqu'un qui m'avait volé ne verrait jamais un centime de ce pourquoi j'avais travaillé 30 ans à économiser. Les parents de Léa, Robert et Marguerite Thomas, sont arrivés les premiers vers 14 h dans leur raisonnable Peugeot 308. Des gens foncièrement bons, il était électricien à la retraite, elle avait enseigné en classe de CE2 pendant 35 ans. Le genre de personnes qui payaient leurs factures à temps et ne prenaient jamais rien qui ne leur appartenait pas. En les regardant, j'ai ressenti un pincement de tristesse en sachant que leur fille avait tourné de manière si différente. J'ai allumé le barbecue vers 15 h, le même rituel que j'avais accompli des centaines de fois auparavant. Mais cette fois, j'avais le petit enregistreur numérique de Céline Rousseau glissé dans la poche de ma chemise, le genre dont elle m'avait dit qu'il était légal à utiliser en France dans le cadre de la constitution de preuve si l'une des parties à la conversation était au courant. Ce qui était mon cas. Léa est arrivée à 15 h 30, portant un jean blanc et un chemisier en soie qui coûtait probablement plus cher que ma facture d'électricité mensuelle. Elle avait apporté une salade de fruits dans un bol en cristal, le genre de contribution qui a l'air attentionné mais demande un effort minimal. Thomas suivait derrière, portant un pack de pelles fortes et l'air détendu d'un homme sans aucun souci au monde. Après avoir mangé le rôti de bœuf qui cuisait lentement depuis l'aube, la salade de pommes de terre, les épis de maïs, tous les classiques habituels, je me suis levé comme si j'allais porter un toast. Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers les feuilles de chêne, projetant des ombres mouvantes sur nos visages autour de la table de pique-nique. Je tiens à tous vous remercier d'être ici aujourd'hui, ai-je commencé, ressentant cette énergie nerveuse familière que j'avais avant de présenter des preuves dans une affaire d'assurance. La famille signifie tout pour moi, surtout depuis le décès de Sophie. C'est pourquoi j'ai beaucoup réfléchi à l'avenir. Léa a posé sa fourchette et j'ai capté le changement subtil dans sa posture. La façon dont elle s'est légèrement penchée en avant comme un animal flairant une odeur intéressante. Le fait est, ai-je continué, que j'ai reçu une nouvelle inattendue la semaine dernière. Il s'avère que la compagnie d'assurance vie de Sophie a fait une erreur dans leur règlement initial. Il leur a fallu 6 ans pour s'en rendre compte, mais ils vont me faire un chèque de 85 000 € en prestations supplémentaires. Le silence autour de cette table était si total qu'on pouvait entendre le système d'arrosage du voisin se déclencher 2 jardins plus loin. Les yeux de Léa s'étaient écarquillés, et je pouvais pratiquement voir les signes oraux se refléter dedans. « C'est une merveilleuse nouvelle, Henri, a-t-elle dit d'une voix douce comme du miel. Je suis sûr que Sophie voudrait que tu profites de cet argent. Eh bien, c'est ce dont je voulais parler, ai-je dit en sortant mon ordinateur portable. Une compétence que j'avais acquise en regardant des vidéos YouTube pendant les longues soirées solitaires. Voyez-vous, Thomas a été si généreux en m'envoyant de l'argent chaque mois. Et c'est Léa qui s'est occupée de tout ça, pour s'assurer que je reçoive chaque centime. Thomas a souri, toujours ignorant, je prends juste soin de toi, papa. Exactement. J'ai donc pensé montrer à tout le monde les relevés bancaires pour être totalement transparent sur la façon dont nous gérons les finances familiales avant de décider quoi faire de cet argent de l'héritage. J'ai connecté l'ordinateur portable à la petite télévision que j'avais sortie sur la terrasse. Une autre compétence technique acquise par nécessité. Mes relevés bancaires sont apparus. 8 mois de transactions affichées noir sur blanc pour que tout le monde puisse les voir. Comme vous pouvez le voir ici, ai-je dit, pointant l'écran avec une cuillère en bois comme s'il s'agissait d'un pointeur. Voici mes versements de retraite, ma pension complémentaire, quelques petits dépôts pour des petits boulots chez les voisins, et... J'ai laissé le silence s'étirer comme une ligne de pêche. Point c'est tout. Aucun virement de Thomas. Le seul son était le bourdonnement de la climatisation en arrière-plan et la tondeuse de quelqu'un à 3 maisons de là.
Le visage de Léa avait pris la couleur du lait écrémé. Thomas a fixé l'écran comme s'il allait changer s'il regardait assez fort, puis s'est tourné vers sa femme. « Léa, qu'est-ce qui se passe ici ?» C'est alors que j'ai abattu ma carte maîtresse. J'ai sorti le dossier préparé par Richard, épais de documents et de registres de transactions. L'argent est pourtant allé quelque part. Un compte ouvert à mon nom à la banque de la cité, mais avec une signature falsifiée. Quelqu'un qui avait accès à mes informations personnelles par le biais de liens familiaux. La mère de Léa a eu un halètement, un petit son qui a coupé l'air de l'après-midi comme une lame. Son père a posé sa bière et s'est penché en avant, ses mains burinées d'électricien à plat sur la table. « Je peux expliquer » a balbutié Léa, mais sa voix tremblait maintenant comme une feuille dans une tempête. « Je t'en prie » ai-je dit, me sentant plus calme que je ne l'avais été depuis des semaines. « Explique-nous comment 22 400 € de mon argent ont fini sur ton compte pendant que je mangeais au club du 3e âge pour économiser sur mon budget course. » Ce qui s'est passé ensuite était exactement ce pourquoi Céline Rousseau m'avait préparé. Léa s'est effondrée complètement, des larmes coulant sur son visage, bégayant qu'elle avait seulement emprunté l'argent et qu'elle allait le rembourser. Toutes les manœuvres classiques de quelqu'un pris la main dans le sac. Ses parents avaient l'air d'avoir été frappés par la foudre. Les mains de Marguerite Thomas tremblaient alors qu'elle tendait le bras vers sa fille. Et Robert est resté assis là, à fixer Léa comme s'il ne l'avait jamais vue de sa vie. Thomas n'a pas dit un mot à sa femme. Il s'est juste levé, a marché vers moi et a posé sa main sur mon épaule. « Papa, je suis tellement désolé. Je n'en avais aucune idée. » Sa voix était calme, mais je pouvais entendre la colère monter en dessous comme la pression dans une chaudière. « Je sais que tu ne savais pas, fiston, ai-je dit. Mais maintenant tu sais. » Les parents de Léa ont proposé de m'aider à la rembourser sur le champ. Que Dieu les bénisse, mais je leur ai dit que ce n'était pas leur responsabilité. Leur fille avait 32 ans, bien assez âgée pour assumer les conséquences de ses choix. La procédure judiciaire a pris plus de temps que je ne l'avais prévu, environ 8 semaines du début à la fin. Céline Rousseau a déposé plainte pour abus de faiblesse sur personnes vulnérables, usurpation d'identité et fraude bancaire. Il s'est avéré que Léa utilisait également la carte de crédit professionnelle de Thomas pour des dépenses personnelles, des soins au spa du Sofitel Bellecour, des séances de shopping frénétique aux boutiques du Carré d'Or, des week-ends à Annecy. Plus de 8 000 € de frais non autorisés en plus des virements volés. Le palais de justice de Lyon, quai Romain Roland, ne paie pas vraiment de mine de l'extérieur. Mais à l'intérieur de cette salle d'audience, la justice m'a semblé réelle et solide. Léa s'est présentée pour son audience, portant une robe noire conservatrice, les cheveux tirés en arrière, essayant d'avoir l'air repentante. Son avocat l'a dépeinte comme une jeune femme confuse qui avait pris de mauvaises décisions financières. Le juge Mercier n'y a pas cru une seconde. « Madame, a-t-il dit, sa voix portant le poids de 20 ans de magistrature. Vous avez systématiquement escroqué le père de votre mari pendant 8 mois. Vous avez falsifié des documents, ouvert des comptes frauduleux et utilisé une position de confiance familiale pour voler un homme âgé avec des revenus modestes. » Le son du marteau frappant le bureau a été le son le plus doux que j'ai entendu depuis le dernier rire de Sophie. Léa a été condamnée à payer une restitution complète de 22 400 € plus 5 600 € de pénalités et frais de justice, 200 heures de travaux d'intérêt général dans des centres pour personnes âgées de l'agglomération lyonnaise. Et une interdiction de 5 ans d'accéder à tout compte appartenant à Thomas ou à moi. Thomas a demandé le divorce 2 semaines plus tard. Une fois qu'il a commencé à fouiller dans leurs finances, il a trouvé des dettes de cartes de crédit. Léa avait caché des comptes d'achat en ligne dont il n'avait jamais eu connaissance et un schéma de tromperie financière qui remontait à avant leur mariage. Les mois qui ont suivi ont été parmi les meilleurs que j'ai connus depuis la perte de Sophie. Thomas est revenu vivre à la maison temporairement le temps de remettre de l'ordre dans sa vie et nous avons retrouvé nos anciens rythmes. Des conversations en soirée sur la terrasse arrière, des virées le week-end chez Leroy Merlin pour des projets de bricolage, du football le dimanche après-midi avec de la bière fraîche et la fameuse recette de bœuf bourguignon de Sophie que j'avais enfin appris à préparer correctement. Thomas va bien maintenant. Il a acheté une maison modeste dans le sud de Lyon, plus près de mon quartier, et passe tous les dimanches pour le barbecue. Il fréquente une infirmière de l'hôpital Édouard Herriot depuis quelques mois. Camille Dubois, une femme terre à accent grave terre qui conduit une Renault Clio pratique et paie ses propres factures. Elle le fait rire comme il le faisait avant que tout cela n'arrive. J'ai utilisé une partie de l'argent restitué pour commencer à faire du bénévolat auprès d'une association d'aide aux seniors,
pour aider d'autres personnes âgées victimes de fraude financière. La maltraitance financière des personnes âgées est un problème chiffré en millions d'euros dans ce pays, et la majeure partie est commise par des membres de la famille. J'ai aidé 23 personnes âgées à récupérer l'argent volé au cours de l'année écoulée, en animant des ateliers sur la protection des comptes et la reconnaissance des signes d'alerte. Le journal Le Progrès a publié un article sur mon travail de bénévole le mois dernier. Ils m'ont qualifié de défenseur des seniors et de preuve vivante qu'une justice retardée n'est pas toujours une justice déniée. Ça m'a rendu fier, même si Sophie se serait moquée de moi en disant que j'allais attraper la grosse tête. Quant à Léa, elle a terminé ses travaux d'intérêt général et a déménagé à Paris. D'après ce que j'entends dire par des connaissances communes, elle travaille dans la vente au détail et vit en colocation. Apprendre à gérer un budget au SMIC a apparemment été un sacré ajustement pour quelqu'un habitué à dépenser l'argent des autres. Je ne la déteste pas. La haine est une perte d'énergie quand on a mon âge, et j'ai de meilleures choses à faire du temps qu'il me reste. Mais je ne lui fais pas confiance non plus, et je ne le ferai jamais. Elle m'a appris quelque chose de précieux sur la famille. Il ne s'agit pas seulement de liens du sang. Une vraie famille se construit sur l'honnêteté, le respect et le fait de veiller les uns sur les autres sans en profiter. Chaque dimanche, quand Thomas vient pour le barbecue et que je le vois rire comme il le faisait avant tout ça, je sais que nous avons tous les deux appris quelque chose qui vaut bien plus que 22 400 €. La confiance est la chose la plus précieuse que vous puissiez accorder à quelqu'un. Et une fois brisée, il faut du temps et des efforts pour la reconstruire. Mais quand vous le faites bien, avec honnêteté et patience, elle revient plus forte qu'avant. Léa pensait voler ma sécurité de retraite. Au lieu de cela, elle m'a donné un second but dans la vie et a montré à mon fils à quoi ressemble le vrai caractère sous la pression. Certaines leçons coûtent 22 400 € à apprendre. Mais celles qui comptent le plus, sur la famille, l'intégrité et le fait de se défendre, celles-là n'ont pas de prix. Et ça, c'est une valeur sûre. Si vous m'écoutez quelque part et que quelqu'un de votre famille profite de vous financièrement, ne gardez pas le silence. Cherchez de l'aide. Documentez tout. Et rappelez-vous, vous êtes plus coriace que vous ne le pensez. La justice peut prendre du temps, mais elle vaut la peine d'attendre. La meilleure des vengeances n'est pas de rendre la monnaie de sa pièce. C'est de prouver que l'intégrité et la vérité sont plus fortes que les mensonges et la cupidité. Quand quelqu'un essaie de vous voler votre dignité avec votre argent, montrez-lui qu'aucun des deux ne lui a jamais vraiment appartenu.